Bonjour à tous et bienvenue sur notre balado Les Voix de la transformation. Aujourd'hui, on reçoit une invitée qui va nous sortir un peu de nos discussions habituelles. On commence en force avec un tour d'horizon sur l'innovation et les différents volets à considérer. Si ce n'est pas encore fait, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, Spotify ou toute autre plateforme audio. On vous souhaite une très bonne écoute. Donc, bienvenue avec nous, Marie-Ève. On est tellement excités de t'avoir. Je pense que ça va nous changer un peu de nos habitudes un peu plus transformation numérique. Mais je pense que le sujet qu'on va aborder avec toi pendant les prochains épisodes va tellement être complémentaire à ce qu'on présente normalement à nos invités. On commence tout le temps pour bien mettre la table. C'est qui, Marie-Ève? C'est quoi ton parcours? Comment tu te démarques dans le milieu professionnel? Hey, wow! Beaucoup de questions. Grosse question. Grosse question. Alors, Marie-Ève, je suis actuellement conseillère principale, donc conseillère senior en planification stratégique, accompagnement stratégique des organisations, donc développement des compétences en management stratégique des équipes. Écoute, parcours, je suis aujourd'hui consultante, mais j'ai un parcours vraiment en gestion organisationnelle, donc gestion des organisations. J'ai été à des postes de direction. La très grande majorité de ma carrière. Donc, ça fait que 5 ans, dans le fond, que je suis en consultation. J'ai fait la très, très grande entreprise, la très, très petite entreprise. J'ai fait le start-up techno. J'ai fait la gestion de l'innovation. J'ai fait des entreprises traditionnelles dans lesquelles j'ai eu à faire des pivots et des transformations de culture. Donc, j'ai vraiment touché à tout, ce qui me permet aujourd'hui là, d'accompagner des clients avec un éventail quand même assez grand d'expérience et d'expertise. Mais en tout cas, j'ai hâte qu'on élabore sur tout ça parce qu'effectivement, dans notre petite discussion de préparation, il y a beaucoup de choses que tu as vécues qui, on va dire, shape, là, pour pas avoir de meilleurs mots francophones, ton approche. Là, je pense que ça fait que ton accompagnement actuel est tellement enrichi par les expériences du passé. Vas-y. Oui, puis même de savoir que tu as porté les chaussures de direction. Fait que d'aller conseiller après ça des dirigeants, des dirigeantes, c'est beaucoup plus... ça laisse beaucoup plus de place. Bien, je comprends la situation dans laquelle ils se retrouvent, ce qui fait en sorte que quand je réfléchis avec eux à ce qu'on devrait faire, prochaine étape, c'est vraiment en connaissance de cause. Oui, c'est ça. Oui. Tu as aussi fait une maîtrise dans ton parcours. Peux-tu nous en parler un petit peu? Puis... on va garder le sujet chaud des apprentissages pour notre deuxième épisode avec toi, mais quand même mettre un peu la table sur c'est quoi le sujet principal, puis après ça, on pourra... Oui, puis pourquoi est-ce que je suis arrivée à aller faire cette maîtrise-là? Absolument. Parce qu'à la base, j'ai un bac en administration des affaires de HEC Montréal, marketing, gestion internationale. OK. Voilà. Fait que c'était vraiment, je suis une fille d'admin, je suis une fille de gestion. Donc, à la base, c'est ça, je suis une gestionnaire. Et en cours de route, en fait, j'ai eu la chance de travailler beaucoup au niveau de l'innovation. L'innovation produit, l'innovation technologique. Et à l'époque, aux alentours de début 2010 environ, il y a une nouvelle maîtrise qui a été créée ou lancée à l'ETS sur la gestion de l'innovation. Okay. Et l'idée première de la personne qui a démarré ce programme-là, c'était vraiment pour des dirigeants en poste, comme moi. Donc, c'est quelqu'un que je côtoyais à l'époque d'un point de vue professionnel, puis elle m'avait, dans le fond, recruté. Elle m'avait dit, écoute, ce serait le fun que tu viennes faire cette maîtrise-là. C'est vraiment ce genre de profil-là qu'on aimerait avoir. Donc, le volet vraiment plus admin, mais qui arrive dans une gestion d'entreprise technologique. Parce que c'est pas du tout le même thinking, une entreprise traditionnelle versus une entreprise technologique. Donc, ça m'a pris 2 ans avant de me décider de me lancer. Mais voilà. Fait que j'ai fait bac en admin, marketing, gestion internationale et une maîtrise en gestion de l'innovation. Et ce qui m'a toujours intéressée, et probablement que c'est mon volet admin qui m'a amené vers cet angle-là, c'est tout le volet d'évolution des cultures. Donc, moi, la question, en fait, qui
que je me posais à l'époque, c'était toujours de se dire comment ça se fait qu'il y a des organisations qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Donc, la technologie, c'est une chose, mais ultimement, il y a autre chose que la tech. Parce que je côtoyais à l'époque des entrepreneurs, des startups qui étaient extrêmement intéressants d'un point de vue techno, mais qui ne levaient pas nécessairement d'un point de vue commercial. C'était beaucoup cette question-là, moi, qui m'a amenée. C'est beaucoup cette question-là, répondre à cette question-là qui m'a amenée, dans le fond, à aller faire ma maîtrise en gestion de l'innovation avec le profil évolution des cultures. Parce que ce que je me suis rendu compte, ultimement, c'est qu'une organisation, c'est des humains. Mais oui. Oui. Puis la principale limite d'une organisation, c'est ces humains. C'est ces humains, effectivement. Effectivement, puis c'est ce qu'on voit beaucoup aussi là, avec... l'apparition de l'intelligence artificielle, entre autres, là, on parle d'adoption présentement, puis il y a des subventions, il y a toutes sortes de choses, mais il faut qu'on laisse le temps aux humains de s'adapter à ça. Là. Oui, tout à fait. Puis suite à gestion, transformation des cultures, puis je suis aussi allée chercher une certification ProSci en gestion du changement spécifiquement, pour me donner des outils là, un petit peu plus concrets dans l'application, justement, de la gestion du changement, si on veut faire une évolution ou une transformation de notre organisation. Ah, ça doit être tout... Ben, en tout cas, ça ne doit pas être seul, tellement complémentaire un à l'autre. T'sais, pour être un bon gestionnaire, il faut que tu comprennes l'humain, puis pour comprendre l'humain, il faut que tu aies des outils pour les aider dans leur changement, parce que c'est sûr que l'humain, c'est la limite de ton entreprise, mais en même temps, l'humain, c'est tellement résilient et adaptatif, mais il faut juste que tu le mettes dans un cadre où il est capable de le faire, ce changement-là. Puis je pense que ça, c'est une lacune des entreprises à un certain niveau parce qu'on pousse des changements sans avoir considéré la personne qui va le recevoir, ce changement-là. Puis là, l'état succès-échec vient en ligne de compte, là, tu sais. Fait que ça doit être, c'est ça. Ça fait comme toutes les puzzle pieces ensemble qui vont de l'avant. Puis tu te dis, OK, mais là, je suis équipée à accompagner adéquatement les entreprises pour qu'eux soient équipés à accompagner adéquatement leurs employés. T'sais. Exactement. Puis ce qu'on oublie trop souvent, souvent la gestion du changement, on va l'amener dans un contexte justement de transformation numérique. Oui. Hein, ça, c'est assez facile. On a un nouveau projet, on y va. Mais toutes les phases de l'organisation demandent la gestion du changement. En fait, si on veut être innovante comme organisation, on est en changement continuel. Et ce qu'on oublie aussi, ce qu'on va souvent entendre de la part des dirigeants, c'est de dire, OK, ouais, mais écoute, telle personne, mon Dieu, qui est réticent au changement. Mais on est tous réticents au changement. On est tous réticents au changement. À certains degrés, à certains niveaux, selon le type de changement qu'on doit faire. Mais ultimement, on l'est tous. Oui. Fait que maintenant, comment est-ce qu'on arrive à mobiliser et engager justement le monde dans un... Comment on fait pour les amener à être mobilisés derrière l'évolution ou le changement qui est souhaitable et qui est souhaité par l'organisation? C'est sûr. As-tu trouvé la réponse? Bien, écoute, je travaille encore. Et c'est... j'ai eu la chance, dans le fond, quand j'ai mon dernier poste à la tête à titre de directrice générale, en fait, mon mémoire a été une recherche-action. OK. Quand j'étais directrice générale. OK. Où on avait un très gros pivot organisationnel à faire. Et j'ai commencé justement à réfléchir énormément sur quelles sont les approches ou quels sont les outils qui nous amènent à. Et quand j'ai redonné, dans le fond, la direction générale aux propriétaires à l'époque, j'avais encore des questions sur comment j'avais réussi. Parce que ça a été un succès. Okay. Ça a été un succès. On a réussi à faire le pivot, on a réussi à faire le plan stratégique. Et le propriétaire m'a dit à ce moment-là, l'évolution de la culture a été faite. J'ai également fait ma propre évolution. Maintenant, j'ai envie de reprendre le contrôle de mon organisation. Tu m'as mis vraiment la table et le système en place pour que je puisse reprendre. Il se sentait habilité de le faire. Fait qu'il a repris les rênes de l'organisation. Mais moi, je suis quand même restée à l'époque avec comment on a été capable, comment on a réussi à le faire. Fait que j'avais encore des questions. Alors, j'ai continué en consultation. Puis pour moi, de travailler avec autant d'organisations, ça me permet d'approfondir encore. Oui. Je pense que ça fait partie, je veux dire, et en fait, toute la recherche, on dirait que tu n'arrêtes jamais de penser. Tu te dis, par exemple, toi, c'est l'innovation. Moi, c'était plus la transformation numérique, mais peu importe c'est quoi, c'était beaucoup des changements continuels pour continuer de s'améliorer à titre d'organisation, peu importe la direction que tu prends dans ton type de changement. Mais si je demande ça à l'entreprise, ça veut dire que moi aussi, comme approche, je dois être en continuelle
adaptation, changement, puis m'adapter, puis comprendre, regarde, là, on a parlé de l'intelligence artificielle, mais ça, c'est une résistance de plus. Y a-t-il quelque chose de plus à faire à cause que cet outil-là est différent puis on la connaît moins? Tu sais, je pense que c'est la bonne approche de se dire, j'ai pas encore la réponse pure, j'avance dans mes conclusions, puis je rajoute des outils à mon accompagnement, mais il n'y a pas de finalité en soi non plus, je pense. Il n'y a aucune finalité. C'est ça. En fait, puis ça peut pas. Il peut pas y en avoir parce que chaque organisation a des humains différents. C'est ça. Oui. Donc, chacune des organisations, Oui. indépendamment du produit, indépendamment du service, parce que je peux être avec des entreprises en service professionnel, service technique, indépendamment de ça, les individus qui sont en face de moi sont complètement différents. Donc, ça revient à notre titre de balado, hein, les voies de la transformation. On a beaucoup réfléchi à ça parce qu'on voulait que ce soit nos invités, on a notre voix, on partage nos connaissances, mais aussi que chacun a son chemin. Chacun prend une voie différente. Puis c'est pas parce que il y a une feuille de route qui est applicable à une entreprise A qui va être applicable à l'entreprise B, puis ils vont obtenir le même résultat. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, les changements, puis l'innovation, la transformation numérique, c'est comprends bien ton entreprise, équipe-toi de bons outils, puis avance dans la direction qui est toi, adaptée pour toi, tu sais. Fait que c'est intéressant de dire qu'il n'y a pas de finalité, finalement. Parce qu'on cherche souvent comme une conclusion, puis les gens, ils aiment, c'est quoi le résultat? Mais c'est pas ça, tu sais. Ben non. C'est pas ça le plus important, c'est ça. Mais, tu sais, mon côté ingénieur aussi m'amène à me questionner de comment on peut profiler ou qualifier une équipe ou une population d'une entreprise. Comment qu'on peut les déterminer le type d'approche qu'on a besoin en fonction des individus qui sont là. C'est quand même... Bien, en fait, puis je trouve que tu as une super de belle réflexion par rapport à ça, parce que ça faisait partie, à l'époque, en 2014, quand j'ai fait mon mémoire, on a commencé par profiler avec des profils individuels pour être capable de comprendre comment ça se fait qu'il y avait si peu d'innovation dans l'organisation. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était toute une équipe très forte en opération. Donc, avec des profils très, très, très gestion quotidienne des tâches et très opérationnels. Donc, il n'y avait même pas la capacité ou les schèmes mentaux pour être capable de se mettre dans un autre contexte. Okay. Et dans une organisation, on a besoin de tout ça. Puis à l'époque, j'avais utilisé des profils qui étaient les profils Belbin. Aujourd'hui, j'utilise les profils Atman, mais j'utilise quand même des profils. J'ai aucune idée c'est quoi la différence. Ben, en fait, c'est juste des outils différents. Okay. Mais à l'époque, ce que j'avais aimé, puis je l'ai marqué aussi dans mon mémoire, c'est que nul n'est parfait, mais une équipe peut l'être. Oui, c'est vrai. Donc, quand on comprend à quel endroit mettre les gens. Et là, tu sais, je parle des gens qui sont très, très opérationnels. Mais moi, je suis arrivée dans cette organisation-là et moi, je suis quelqu'un qui est bâtisseur, je suis une entrepreneur. Donc, pour moi, l'innovation, ça faisait partie de moi. Oui. Mais mets-moi dans un contexte opérationnel où, à tous les jours, j'ai à gérer les opérations et je m'éteins, littéralement. Oui. Je trouve ça long, je trouve ça plate, je trouve ça fastidieux. Je ne suis pas bonne. Mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'on arrive à trouver... Tu sais, on parle souvent de « trouve ta bonne chaise », là. Oui. Mais ça peut être des outils qui nous permettent de le voir. Puis tout dépendamment des profils individuels, bien, on va être ouvert à certains types de changements ou pas. Fait que ça aide à ce moment-là, dans un contexte, d'établir la dynamique qu'on voit à l'œuvre. Ça nous aide, en effet. Fait que, tu sais, on se dit, il n'y a pas de fin en soi. C'est pas... on n'a pas la réponse absolue, mais on a quand même plusieurs outils qui nous permettent de nous donner un cadre, un système dans lequel on doit jouer. Puis c'est un petit peu ce qu'on a développé chez Zone 4, ultimement. Oui, c'est ça que j'allais dire, parce que là, tu as dit que tu étais en consultation depuis quelques années, mais là, dernièrement aussi, tu as parti ton entreprise. Là. En fait, mon entreprise, elle est partie. Là, je me suis associée. Je me suis associée et on a évolué vers Zone 4. Zone 4, équipe conseil, un petit peu comme je te mentionnais tantôt. Zone 4, hein, les gens me disent « Ah, ça vient d'où, ça, Zone 4? » C'est parce que 4, c'est tellement un beau chiffre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, Isabelle et moi, parce qu'Isabelle aussi était une autre consultante, Isabelle Gélinas. Puis pour les gens qui nous écoutent, Isabelle aussi a été invitée sur notre balado à l'épisode 6. Si vous voulez aller écouter ça, c'était très enrichissant aussi. Ah oui? Oui. Et elle était toute nouvellement consultante à l'époque.
Et là où on s'est vraiment rejoints, Isabelle et moi, ou un concept qui nous a vraiment parlé à toutes les deux, parce qu'on a un parcours quand même assez similaire, c'est-à-dire qu'elle a, elle aussi, plusieurs années d'expérience comme directrice générale. Elle a travaillé dans des équipes de R&D, elle a travaillé dans des équipes d'innovation. Donc, tu sais, on a quand même des référents qui sont similaires, malgré que le fait qu'on n'ait pas du tout le même background Éducatif à la base. Et là où vraiment ça a cliqué, puis le premier projet qu'on a fait ensemble, c'est un parcours de gestion de l'innovation. Et le parcours de gestion de l'innovation, on l'a parti à partir des 4 zones d'innovation de Jeffrey Moore. OK. Donc, de là, zone 4. Mais à l'époque, on avait encore toutes les deux nos organisations. C'était un projet. C'était une formation qu'on donnait conjointement, qu'on avait appelée zone 4. Okay. Puis finalement, bien écoute, ça reste. Puis en cours de route, bien ça, c'est vraiment les 4 zones d'innovation, c'est vraiment un modèle que nous, on utilise parce que ça vient simplifier. C'est quoi de l'innovation, gang? Oui, c'est ça, parce que moi, quand je pense à l'innovation, je pense souvent à recherche et développement parce que je me dis, il y a beaucoup dans le produit, mais c'est tellement pas juste ça. Là. Ben non. Puis tu parlais tantôt de transformation numérique, mais de la transformation numérique, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation. Oui. C'est de l'innovation aussi. Fait que, tu sais, innovation au niveau, justement, ça peut être techno, mais ça peut être aussi juste dans un contexte d'approche. Oui. Ça peut juste être dans un contexte de type de service, la façon dont tu vas faire ton service à la clientèle, la façon dont tu vas servir tes clients. Donc, il y a plein de choses qui embarquent là-dedans. Puis, ce qu'on oublie trop souvent, c'est ça, c'est qu'on va parler de la zone de la R&D, de développement de produits. Oui. Mais est-ce qu'il y a de l'innovation à faire dans notre productivité? Souvent, c'est qu'on crée comme 2 zones, c'est 2 zones distinctes. L'incubation puis la R&D et la productivité. Mais ultimement, c'est le même système. Oui. Fait qu'il faut qu'on arrive à ce que ce soit cohérent. Parce qu'ultimement, dans une organisation, c'est les mêmes ressources. On n'a pas de ressources infinies. Non. Donc, ce sont les mêmes ressources qu'on va venir allouer différemment, tout dépendamment de la stratégie qu'on veut voir arriver. Ah, puis j'imagine que le mouvement de ton entreprise, c'est les repères ou la dynamique autour de tes changements, que ce soit pour l'efficacité, la productivité ou le développement de produits ou le développement du service clientèle, il faut quand même que tu aies des réflexes similaires, j'imagine. C'est pas sur les mêmes détails parce que c'est pas ton même client qui reçoit le bénéfice, mais concrètement, quand tu réussis au sein de ton équipe à développer une certaine pensée stratégique ou innovante, bien, après ça, ils sont capables de l'appliquer dans différents contextes. Là, c'est ce que moi j'appelle le management stratégique. Oui. Ça veut dire que toutes les décisions que tu prends sont alignées, sont cohérentes avec la stratégie que tu veux développer. Puis quand on parle de gestion de l'innovation, il y a encore, vous parlez de transformation numérique, mais c'est quoi le taux de succès d'une transformation numérique? Très encore faible. Aujourd'hui. 30%. C'est incroyable, 30%. Tu dis, bien, Colin Debine, pourtant, ça fait des années. Là, aujourd'hui, l'implantation d'un ERP, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner, mais ça fonctionne peu ou pas. Ouais, 30%, c'est pas, là, honnêtement. Là, c'est une statistique Exactement. vraiment très faible. Là, ben oui, encore plus aujourd'hui, moi, je trouve. Là, c'est quand même assez avec l'intelligence artificielle, un de nos invités nous disait que c'est encore pire que ça. 5 à 10 C'est comme, oulala, ça me donne le goût de me lancer. Mais pourquoi? Je sais pas. Vous le savez pas? Mais non, j'ai une idée, là, mais dans le sens, les entreprises ne doivent pas le savoir, ils ne se questionnent pas là-dessus, tu sais. En fait, souvent, c'est qu'on oublie pourquoi on le fait. Oui. L'intention derrière, l'intention stratégique. Fait que c'est pour ça que, pour moi, c'était ça. C'est-à-dire tous les moves qu'on fait dans une organisation. Et c'est pour ça que j'ai été capable de faire le pivot à titre de directrice générale de l'organisation. Parce que tu avais tout le temps pourquoi je suis en train de faire les choix. Exactement. La vision stratégique du pourquoi je le fais. Donc, pour moi, mesurer la transformation, parce que j'ai fait une transformation numérique à l'époque, la transformation numérique servait ma stratégie. Mais oui, c'est ça. C'est l'outil, là. C'est pas une fin en soi. C'est ça, exact. Parce qu'on parle de transformation numérique, mais ultimement, la transformation numérique, c'est un levier. Exact, c'est un outil. C'est un outil, c'est un levier pour atteindre des objectifs plus grands. Que tu t'es fixé qui sont bons pour ton entreprise, pas juste parce qu'il faut que tu le fasses. Exactement. Là, je vois le temps filer, puis ce sujet-là, on va le redresser dans un épisode futur avec toi parce que je pense que ça vaut vraiment la peine d'approfondir. C'est ça, le management stratégique que tu as mentionné. Mais avant de terminer cet épisode, j'aimerais ça
tu as parlé des 4 zones, mais tu ne les as pas nommées. C'est quoi les Effectivement. 4 zones d'innovation sur lesquelles vous avez basé votre approche pour zone 4? En fait, là, on va faire une distinction. 4 zones d'innovation de Jeffrey Moore, c'est une adaptation. OK. C'est une appropriation, dans le fond, de ces 4 zones-là. Mais nos 4 zones, dans notre approche, sont différentes. OK. OK. Mais je vous les explique, puis ça se rejoint quand même. C'est pas très loin. Jeffrey Moore, les 4 zones d'innovation, on a des zones, dans le fond, d'amélioration continue. On aime ça, Performance. l'amélioration continue. Let's On go. aime ça, l'amélioration Oh oui. continue. Puis dans le fond, l'amélioration continue, puis trop souvent, puis je sais que souvent, il y en a qui sont puristes. Hein? Productivité, amélioration continue, c'est pas de l'innovation. Moi, sincèrement, dans ma tête à moi, c'est toute la même affaire. Oui. OK? On est du même avis. OK. Oui, oui. OK, parfait, j'aime Puis, ça. puis je dirais que ça prend les mêmes ressources, ça prend le même type Exactement. Oui. de démarche, ça prend le même type de gestion du changement qu'il y a beaucoup. Ouais. Fait que, tu sais, on dirait que parfois on veut, je dirais, béatifier l'innovation, Ah. comme si l'innovation c'était quelque chose de supérieur, De très extraordinaire de et très- toujours un peu nébuleux. hein? Oui, oui. Tu sais, c'est comme si tu fais de l'innovation. Alors, vous allez voir que je parle de management stratégique très, 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 très peu d'innovation. OK. Parce que, justement, il y a comme une charge derrière le mot Le mot innovation. Fait que c'est là où moi, je me suis dit, écoute, on va enlever ce terme-là. qui fait peur puis qui dit « Ah non, moi, j'en veux pas d'innovation. Bien, surtout que moi, j'en fais pas. Ouais. Hein? C'est ça, souvent, c'est, ben non, écoute, moi, j'en fais pas, je suis pas une entreprise innovante. Ben excuse-moi, mais si tu existes depuis 35 ans, c'est parce que tu as été innovante à quelque part. Ouais. Sinon, tu serais morte comme organisation. Fait que moi, je le ramène 4 zones. On a le volet performance, la première zone, qui est en amélioration continue. Ta performance, c'est ce qui génère la valeur chez ton client. Donc, qu'est-ce que tu peux faire de mieux et de différent pour être capable de générer de la valeur supplémentaire chez ton client? Ta zone de productivité, c'est quoi le système opérationnel que tu dois amener? C'est quoi, justement, les gains de productivité? C'est quoi les systèmes et les compétences que tu dois mettre en place pour être capable de supporter cette nouvelle proposition de valeur-là? De l'autre côté, on a quand même, et ça, c'est l'horizon 1 an. Donc, on y réfléchit vraiment dans un horizon très court. On est dans le quotidien, on est dans l'amélioration continue de notre système actuel. Puis, il y a, là, de ce que je comprends, là, on vient de faire les 2 premières zones. Ouais. Il y a une chronologie aussi dans Il y a- ces zones. En fait, c'est qu'il y a des horizons de temps. OK. Des horizons pour OK. atteindre le but ultime. OK. Mais il n'y a pas de chronologie. Et c'est ça qui est c'est ça que souvent on oublie. C'est-à dire OK. que même si tu travailles sur ton horizon 1, qui est ton quotidien, tu dois quand même travailler sur ton horizon 3, qui est ton incubation, puis qui est ta vision et ton cycle de création de valeur future. Ça va être les mêmes ressources financières. Oui. Dans les PME, souvent, relativement les mêmes équipes. Oui. Hein? Puis tu as une autre zone qui est ton horizon 2, qui est toute la phase d'introduction des nouveaux produits. C'est quoi les changements que tu vas avoir à amener dans ta zone de performance et ta zone de productivité pour venir justement faire en sorte que ta transformation, ce que tu as réfléchi dans ton incubation, soit vraiment porteur de création de richesse collective. Comment est-ce qu'on arrive à créer vraiment de la valeur? Puis trop souvent, et là, moi, j'ai commencé, dans le fond, ma carrière à l'introduction des nouveaux produits dans une multinationale. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est très long et c'est très difficile d'avoir une création de valeur réelle de l'introduction de nos nouveaux produits. C'est des compétences en soi, c'est une stratégie en soi. Quand tu mets en marché un nouveau produit, tu ne peux pas avoir les mêmes stratégies que quand tu es dans ta zone de performance puis que tes clients sont là, ton produit est mature, il est connu. Il faut que tu établisses une nouvelle stratégie. Fait que c'est pour ça que les horizons et les zones, ce que ça fait, puis c'est ce que j'ai toujours essayé d'amener dans mon approche, venir enlever un peu de charge et d'incompréhension. Donc, on enlève du bruit sur les grands concepts, là. En réalité, là, tu peux gérer ton entreprise avec 4 zones. Voilà. Fait que là, si je résume, on a performance, on a processus, productivité, incubation Oui. Et transformation. et transformation. OK. Exactement. OK. Et C'est ça, puis ça se boucle ensemble, tu sais. Ça joue ensemble. Fait que techniquement, pour être capable de... Si on prend juste le volet financier, pour être capable d'avoir assez d'argent pour investir, pour créer ton prochain cycle de valeur, dans une organisation qui est pérenne, c'est ce qu'on cherche à faire. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu travailles sur ta zone de performance et productivité. C'est ça qui te permet d'accroître ton bénéfice net. Oui. D'avoir assez d'argent après ça pour le réinvestir au niveau de
ton incubation Ouais, parce que si et en ce ta moment, tu n'es pas transformation. périn, périn, je ne sais pas si c'est un mot, mais si tu ne fais pas Profitable. profitable, tu ne fais pas assez d'argent, tu n'as pas de levier pour continuer Exactement. ton incubation. Exactement. Fait que, tu sais, en fin de compte, tout est attaché. Tout à fait. Tout n'a pas de chronologie, mais tout est interrelié C'est ça. C'est juste qu'il y a des actions, par exemple, plus pour du court terme, pour créer un levier pour le long terme. Tu sais. Exactement. Exactement. Mais souvent, on oublie que c'est ça, une organisation. Mais c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis là, on joue là-dedans. Oui, oui. On joue là-dedans. Mais je pense qu'il y a aussi que c'est pas plus compliqué que ça, mais je pense que quand tu as les deux pieds dedans, puis là, je parle d'un regard extérieur sur des entreprises qui sont plus dans leur quotidien, ils oublient que la partie long terme à considérer aussi. Tout à fait. Tu sais, il y a beaucoup, puis tu sais, je parle de mon expérience plus manufacturière, mais éteindre des feux la longueur de journée, là, Le mode c'est pas ça qui est en train de te faire des profits pour investir dans des projets d'incubation pour le futur, là, ou de transformation. Fait que là, je pense qu'il y a une perte à ce niveau-là, souvent dans où j'assigne mon temps, puis qu'est-ce qui vaut la peine. Parce que, tu sais, une entreprise qui vit sur « j'éteins tous les feux toute longueur de journée », c'est dur, là, tu sais, Et je te dirais que la très grande majorité le font. Et c'est sais. pour ça, dans le fond, fou, c'est hein? ça mon questionnement, tu sais, que puis c'est pas pour rien que je suis en planification stratégique, en développement des compétences. Parce que, tu sais, ma mission, la mission de Zone 4, ultimement, c'est d'élever les compétences en management stratégique des organisations pour créer et générer une richesse collective durable. Oui. C'est ça notre mission. Parce que Isabelle et moi, on a cette capacité-là de partir d'une vision et de l'amener en action. De la matérialiser. De la matérialiser dans notre quotidien. Ça, je pense que c'est essentiel, tu sais. Et c'est ça qu'on veut arriver. Et c'est ça notre modèle Zone 4. C'est qu'on active différentes zones dans l'organisation au-delà des zones d'innovation. Puis ça, c'est un modèle qu'on utilise dans certains pour après ça venir justement l'attacher dans le quotidien. Mais ultimement, 4 zones, les 4 zones qu'on active, c'est quoi? C'est tout ce qui est l'architecture stratégique. Et ça, l'architecture stratégique, c'est un petit peu plus complexe qu'on le pense. Trop souvent, on va parler de la mission, de la vision puis des valeurs. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs autres éléments qu'on doit attacher. Puis ça, on en parle dans notre prochain épisode, qu'on va parler plus de la culture, là, puis on va tomber dans la... Tu sais, on va pas en parler plus en détail, je pense, parce que je me dis que c'est un sujet en soi. Là. Oui, tout à fait. Absolument. Puis là, on pourrait continuer sur la même épisode, mais maintenant, on a pris l'habitude de faire plusieurs épisodes avec nos mêmes invités. Donc, je pense que pour l'introduction de l'innovation, mais que, en fin de compte, c'est l'innovation en soi, on peut enlever le mot pour l'effet comme de peur, si c'est un effet peur chez les entreprises, puis se rendre compte que finalement, c'est du management stratégique, puis qu'il ne suffit pas de dire que j'en fais pas, tu l'as bien mentionné, si ton entreprise existe depuis 30 ans, 35 ans, t'en as fait. Là. C'est sûr et certain que t'en as fait, surtout dans la société actuelle que tout bouge tellement vite. Tu ne survis pas à la cadence si tu n'as pas fait de l'innovation, mais peut-être que tu ne l'as pas nommé comme ça au sein de ton entreprise. Tout à fait. As-tu quelque chose à rajouter, toi, Joe? Ben, on vous dit de ne pas oublier de vous abonner. Bien sûr. De suivre nos 2 prochains épisodes parce que c'est le premier épisode de 3 avec Marie-Ève. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode et qu'on vous a mis l'eau à la bouche pour les 2 prochains épisodes. Donc, on vous dit... On a déjà hâte. On vous dit... À bientôt.